Comment accompagner avec le plus de justesse possible un enfant qui perd un parent? Pour répondre à cette question délicate, j'accueille Catherine Dolto, une professionnelle incontournable dans le monde de la petite enfance et de la parentalité en France. Catherine Dolto est médecin, aptothérapeute, autrice de très nombreux livres sur le sujet, et elle va nous expliquer les mots à poser, les gestes qui apaisent et les attitudes à adopter face à une douleur aussi profonde pour un enfant. Cette conversation, riche en conseils, vous allez l'entendre, s'est faite à l'occasion du colloque Les Chemins du Deuil, organisé par le groupe de protection sociale Audience et l'Alliance professionnelle de retraite Agirc-Arco. Bonne écoute! Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Catherine Dolto, je suis ravie de vous accueillir au micro de Ainsi va la vie. Merci à vous. Alors en vous écoutant ce matin, j'ai trouvé essentiel le rappel que vous avez fait qui est de faire confiance à l'enfant. Et en fait, étant donné que la conception de la mort évolue avec l'âge des enfants, quand vous parlez du jeune enfant, de quelle tranche d'âge parlez-vous? C'est difficile de répondre parce que à chaque fois, je m'adresse à l'enfant en fonction de l'âge social qu'il a et puis aussi de son âge affectif. Il y a des enfants très petits qui ont une grande maturation affective et d'autres qui ont 7 ans et qui sont comme des enfants de 3 ans. C'est pour ça que c'est très compliqué de répondre en général. Il faut essayer de sentir où en est l'enfant et aussi où sa souffrance le fait régresser. Parce que même s'il est par ailleurs, c'est comme nous tous, il y a des moments où on a beau être soi-disant intelligent, instruit, on est comme un tout petit, on sait plus rien et voilà, et on est comme si on était très bête. Les enfants, c'est comme s'ils avaient tel âge et puis un autre en même temps. Donc c'est ça qui rend les choses difficiles dans tout discours général sur les enfants. Et c'est pour ça qu'écrire pour les petits, comme j'ai eu le culot de le faire, c'est tellement difficile parce que on les a pas en face. Alors un parent, c'est un référent qui aide l'enfant à se structurer, à déployer tout son potentiel et qui est supposé lui assurer une sécurité affective. La perte de ce parent est donc un cataclysme dans la vie du jeune enfant, ça bouleverse tous ses repères bien sûr. À quoi faut-il être attentif dès les premiers instants après l'annonce du décès du parent? Je dirais qu'on a tendance dans nos sociétés à mettre beaucoup en avant le fait de parler et faire parler. Et je crois que c'est faux. Je pense que dans les débuts, dans le moment de sidération où la nouvelle, c'est comme un énorme caillou qui tombe dans l'eau, puis ça va faire des cercles de plus en plus loin, un début, ce dont on a besoin, c'est que quelqu'un soit là et qu'il écoute, qu'il accueille dans le silence, qu'il accepte le silence de l'autre, qui se laisse traverser par sa sidération et qu'on l'oblige pas à parler. Les cellules d'urgence de parole, là, moi personnellement, je crois que ça fixe et que ça empêche de faire le travail. On a besoin de temps et de silence, mais pas de solitude. Et une main sur l'épaule, pas si elle pèse une tonne, simplement une présence qui à distance enveloppe, mais n'intruse pas le monde de l'autre. C'est tellement intime ce que vit un enfant. Dans la perte d'un parent, il y a tout le côté matériel des choses. Alors, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il représentait dans le quotidien, c'est plus là. Comment on va faire? Et en même temps, tout ce à quoi ça renvoie dans l'être profond de tout ce qui était tissé avec cet être-là et qui est comme arraché. Donc, il faut, je crois, beaucoup plus de silence qu'on croit, mais beaucoup plus de présence. Parce qu'on peut faire du blabla,
C'est tout le problème des thérapeutes, c'est de trouver le bon moment pour dire une parole juste et pas de blablater sur quelque chose qu'on imagine que l'autre vit, on n'en sait rien de ce que l'autre vit. Et donc, en blablatant, on colmate et on empêche l'autre de vivre ce qu'il a à vivre. Dans les stages d'autonomie, par exemple, Franz Wellman, c'est confrontant affectivement souvent. Alors il y a souvent un stagiaire qui partait pleurer dans son coin et il nous disait toujours laissez-le. En allant le consoler tout de suite, vous l'empêchez de prendre la mesure de son émotion, des sentiments qui vont surgir de cette émotion, de comprendre ce qui lui arrive. Vous lui enlevez quelque chose. Donc c'est être dans une présence et une acuité développée pour percevoir ce que dit ou ne dit pas l'enfant. Il faut une attention très affûtée. Il faut être très affûté. Et quand je dis silence, ce n'est pas un silence mimique et gestuel. Il y a dans la présence, dans les mimiques, dans l'expression, toute une expression subtile de la connivence. On est deux humains et avec moi, tu peux tout dire. Et puis surtout, tu peux ne pas dire si c'est pas ton moment. Je voulais vous poser une question sur l'imaginaire du petit enfant, parce qu'il occupe une grande place. Si la mort n'est pas verbalisée, il risque de s'inventer des histoires, de penser peut-être qu'il est coupable. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est à cause de moi? Il y a aussi la pensée magique. Comment être attentif à ça, à cette possible culpabilité, et que faire pour désamorcer ce risque? Alors d'abord en sachant que c'est tout le temps sous-jacent chez l'enfant, parce que beaucoup de notre éducation est faite sur la culpabilité et que la culpabilisation est un grand sport, surtout dans les cultures monothéistes. Quoique, j'en sais rien, je connais pas assez les autres. Et donc, je pense qu'il faut lancer des perches. C'est comme, d'ailleurs, en thérapie, on lance des perches, ils peuvent avoir des têtes de bouée. Et si c'est bon, l'autre le prend et s'en empare. Si ça lui sert à rien, il laisse. Et on peut parler de soi. C'est-à-dire, tu sais, moi, quand ma maman est morte, n'importe quoi, j'ai cru que... Et puis voilà, ne pas l'obliger à répondre, mais dire des choses vraies en étant ouvert à ce que ça peut lui faire. Et peut-être ça lui fera rien à lui à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on sait, nous, les adultes, que c'est là que c'est difficile. C'est de gérer les ambivalences, de gérer les contradictions et de faire avec la culpabilisation. La peur tient aussi chez les enfants une place importante. Il dépend des adultes pour le nourrir, le protéger, etc. Est-ce que la mort d'un parent est automatiquement vécue comme un abandon? Et si c'est le cas, comment éviter que cette peur de l'abandon engendre d'autres peurs qui peuvent le suivre jusqu'à un âge plus âgé, un âge adulte? Alors oui, bien sûr, ça c'est très très important. Surtout si on sait ce qui s'est passé pour cet enfant petit. Un enfant qui a été très sécurisé prénatalement, avec apnée ou même sans, qui a eu une naissance où il n'y a pas eu de peur, ni pour lui, ni pour la mère, ni pour son père, où il n'y a pas eu de danger, et qui a été accueilli, humanisé, surtout très proche, de façon très proche dans les premiers mois, des premiers jours, surtout les 14 premiers jours, résistera beaucoup mieux à la peur de l'abandon et au vécu de l'abandon. Déjà ça, on parle pas à n'importe qui, on parle à quelqu'un qui a une histoire. Et ensuite, au long de l'histoire, quand il a des comportements de répétition comme ça, eh ben on peut le faire remarquer. Tu sais, c'est drôle parce que là, je t'ai vu faire ou ce qui s'est passé avec ton ami un tel, je me suis dit tiens, c'est rigolo. C'est comme si il essayait de se faire rejeter. Tu vois, parce que tu lui as dit une chose désagréable, après tu te plains qu'il s'est éloigné de toi. Des choses comme ça, faire remarquer, sans jamais que ce soit jugeant ni interprétatif. Mais ça m'a fait penser que... Et puis, souvent dire, tu sais, le fait que ton père ou ta mère soit mort, c'est certainement pas parce qu'ils voulaient t'abandonner. Et je sais, et je suis sûre, qu'ils avaient confiance dans l'adulte que tu portes en toi. Et qu'ils savaient que tu aimais. Tu as ton père, ta mère, tes grands-parents, ta tante, tes oncles, tes amis, enfin, nos amis. Les amis, là, faut tout un village pour élever un enfant, disait Ampateba. Tous ces gens-là, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur eux.
Et tu vois, alors, quand il y a une longue maladie, c'est très important de dire à l'enfant ce que l'adulte a demandé aux adultes pour son enfant. Et de continuer à parler, tu vois, je pense que ta mère aurait été très heureuse, ou ton père serait fier de toi, etc. C'est-à-dire présentifier l'adulte dans une position éducatrice au sens noble, c'est-à-dire capable de soutenir et d'approuver, même au-delà de la mort. Au lieu de faire comme si, parce qu'il est mort, il n'est plus parent. Pour revenir aux parents qui restent, qui, lui ou elle, vit son propre deuil, qui a son chagrin, sa souffrance, c'est parfois difficile de laisser s'exprimer ses émotions devant les enfants. Souvent, c'est pour ne pas en rajouter, disent les parents endeuillés, ne pas les déstabiliser plus, etc. Quel serait votre conseil pour aider les parents endeuillés à vivre leur deuil, à s'autoriser à vivre leur deuil tout en étant soutenant pour leur enfant endeuillé lui aussi? Je crois qu'on surprotège beaucoup les enfants parce qu'on projette sur eux une fragilité qui est la nôtre. Et ça, c'est un peu un abus. Donc, je crois pas juste de penser qu'un enfant n'est pas aidé de voir la peine de son parent. Alors, évidemment, quand c'est trop, tout est dans la mesure, mais s'empêcher de montrer sa peine, c'est comme si on voulait pas montrer à quel point il y a eu de l'amour. Alors, quand on a beaucoup de chagrin, en disant, tu vois, j'ai beaucoup de chagrin parce que ta mère ou ton père et moi, on s'aimait tellement, il me manque. Il me manque, même s'il est vivant dans mon cœur et dans ton cœur, et même je suis heureuse de ce qu'il y a de lui en toi, etc. Mais il me manque, tu vois, et ça c'est beau, parce que ça veut dire qu'on s'est beaucoup aimé. Et ne t'inquiète pas, en même temps, je suis très forte, ou je suis très fort. Et toujours, c'est comme quand on est malade, il vaut mieux le dire à un enfant et dire « mais je me soigne, je suis très bien soignée, je suis très bien entourée. C'est pas ta responsabilité de t'occuper de moi, mais en même temps, je peux pas faire comme si j'étais pas triste parce que, tu vois, on se connaît tellement, puis tu sais comme ton papa ou ta maman était merveilleux, donc c'est normal que je sois triste, mais toi, tu as raison d'être content et d'aimer la vie. Mon chagrin, c'est pas le même que le tien. Parce que moi, j'ai perdu mon amoureux ou mon amoureuse. Mais toi, tu as la vie devant toi et tu rencontreras plein de gens formidables qui t'aimeront. Et moi, peut-être même, je rencontrerai quelqu'un d'autre un jour. C'est-à-dire, faut jamais tuer l'espoir, tuer l'avenir. Ne pas tuer l'avenir, c'est une belle conclusion. Et merci beaucoup pour les clés que vous nous avez partagées qui nous permettent d'appréhender le deuil plus à hauteur d'enfant et pour mieux les comprendre et mieux les accompagner. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Si vous souhaitez écouter plus longuement Catherine Dolto sur le sujet, retrouvez sa conférence Les chemins du deuil sur YouTube. Vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.